Le Chili sous la menace d'un nouvel état de siège, grève générale aujourd'hui à Santiago, 1 mort et 2 blessés dans des manifestations. Offensive des organisations patronales contre les charges sociales et les délais de paiement, les projets du gouvernement ne sont pas encore entrés en vigueur. Fin du sommet franco-allemand, quelques progrès dans l'allègement des barrières douanières et le programme spatial. La graphologie, nœud de l'enquête, dans l'assassinat du petit Grégory, la police espère toujours confondre les coupables. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Chili proteste pour la 11e fois, bravant le régime militaire du général Pinochet. L'opposition chilienne, malgré ses divisions, a organisé hier une journée de protestation. Aujourd'hui, les syndicats appellent à une grève générale. Des barricades ont été dressées dans la capitale, à Santiago. Un ouvrier a été tué et 2 autres personnes ont été blessées lors d'incidents qui ont opposé certains manifestants aux forces de police. Le régime continue d'imposer à la presse la censure sur toute information relative à ces manifestations. Le général Pinochet s'est dit prêt à imposer à nouveau l'état de siège. Gérard Inet. Des milliers de personnes dans les rues, des centaines d'arrestations, scénario désormais classique au Chili. Pour cette 11e protesta contre le régime du général Pinochet, les manifestants, dès le début de la matinée, s'étaient réunis autour de la faculté et de la cathédrale de Santiago, à l'appel de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Un service d'ordre très important avait reçu comme consigne de disperser sans ménagement tout attroupement. Balles en caoutchouc, grenades lacrymogènes, jets de pierre, manifestants et policiers se sont ainsi opposés pendant plusieurs heures. C'en était trop pour le général Pinochet. À midi, il ordonnait au cours d'une allocution la censure sur les informations se rapportant à la protesta et annonçait que l'état de siège serait ordonné si la situation se dégradait à nouveau. Malgré ces mesures d'intimidation, les affrontements ont continué une bonne partie de l'après-midi, préparant ainsi la journée de grève générale pour aujourd'hui, lancée par le commandement national des travailleurs. En fait, quel que soit le résultat de ces 2 jours de mobilisation, il est clair que la situation s'est encore un peu plus aggravée au Chili. En Pologne, le corps du père Popieluszko a été retrouvé dans la Vistule, près de Włocławek. C'est ce que vient d'annoncer il y a quelques minutes la télévision polonaise. Selon le porte-parole du gouvernement, l'un des 3 ravisseurs du prêtre martyr de solidarité, 3 membres de la police politique polonaise, étaient pourtant revenus sur ses aveux. Le père Popieluszko avait été enlevé il y a 11 jours et le régime continue d'affirmer sa volonté de faire la lumière sur les responsabilités des 3 policiers et éventuellement de leurs commanditaires. Le meurtre du père Popieluszko n'a pas fini de traumatiser la Pologne. En Afghanistan, 240 soldats soviétiques sont morts près de Kaboul dans un accident d'avion. Par ailleurs, la résistance afghane équipée de missiles Sam-7 a abattu 4 hélicoptères soviétiques, à en croire des sources diplomatiques occidentales au Pakistan. Selon les mêmes sources, le vice-ministre des Affaires étrangères afghan a été limogé à la suite de la libération de Jacques Abouchar. Une libération imposée par Moscou au régime de Kaboul qui estime avoir perdu la face et qui aurait voulu que notre confrère purge au moins partiellement la peine de 18 ans de prison à laquelle il avait été condamné pour vouloir faire son métier. Au-delà du cas de Jacques Abouchar et de son heureux dénouement, le droit à l'information fera l'objet demain soir à 22h40 d'une émission spéciale de la rédaction d'Antenne 2. Venons-en aux affaires proprement françaises avec la poursuite à l'Assemblée nationale de la discussion des différents chapitres du budget 85. Aujourd'hui, c'était au tour du budget de l'urbanisme, du logement et des transports d'être débattu. La politique du gouvernement en matière de logement social a fait l'objet de nombreuses critiques au moment où la crise économique et le chômage aggravent encore la situation. Alain Doubesky et Maryse Manot.
Le reportage d'Alain Doubeski et de Maryse Manot sur les difficultés d'accès au logement. C'est ici, dans ce 3 pièces, qu'habite Paul Bruys, charbonnier, sa femme et leurs 7 enfants. La communauté d'Emmaüs leur avait trouvé ce logement où il ne paie pas de loyer. Aujourd'hui, la propriétaire veut vendre. Si Paul Bruys quitte son logement gratuit, s'éloigne de son travail, il risque de devenir chômeur. D'accord. Donc si vous perdez votre logement, vous risquez de perdre votre travail. Voilà. Des mal logés comme cette famille, il est très difficile de les recenser. Ce que l'on connaît plus précisément, c'est le nombre de sans-domicile en région parisienne. Plus de 50 000 selon le collectif Droit Logement pour tous. Le nombre de demandes de logements familiaux a augmenté de près de 300 000 en 3 ans, alors que le nombre de logements type HLM n'augmente lui que de 19 000 par an. Mais souvent, les familles les plus déshéritées n'offrent même pas les conditions requises pour l'obtention d'un de ces appartements. Pour le ministre du Logement, permettre l'accès de toutes les familles aux logements sociaux ne serait pas une bonne solution. Le rôle des HLM, ça n'est pas de loger gratuitement. Il ne pourrait pas fonctionner. Comment fonctionnerait-il s'il devait loger gratuitement? Et qui logeait gratuitement? Donc il faut qu'il y ait un loyer. L'État aide fortement, grâce à ce qu'on appelle l'aide à la personne, 30 milliards de francs, nouveau, 30 milliards de francs par an en allocation logement ou en aide personnalisée au logement. 30 milliards de francs. Et le troisième volet, c'est ce dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire l'aide aux associations qui, elles, peuvent avoir pour vocation de loger gratuitement. Et je suis prêt, je l'ai déjà dit à ces associations, à contribuer financièrement immédiatement à l'amélioration de ces locaux vacants pour loger des personnes qui sont, comme on dit, des sans-abri. Les locaux vacants à Paris et dans la périphérie sont nombreux. Mais s'en servir pour reloger les plus pauvres serait une solution provisoire, donc mauvaise, estime le père Reginski, qui ne veut pas se substituer au pouvoir public ni aux organismes officiels. Nous avons déjà dit, nous ne serons jamais un office HLM. Il faut des compétences, il faut des managers, il faut des gens qui soient capables vraiment d'entretenir, parce que c'est pas seulement de loger des gens, il faut encore entretenir. Et ça, nous n'avons pas la possibilité de le faire, parce que, si vous voulez, à chacun son métier. D'un côté, des associations qui ne veulent pas gérer les logements sociaux. De l'autre, les HLM qui, face aux 200 000 loyers impayés, ont des difficultés financières. La politique du logement social a bien du mal à se mettre en place. C'est à la veille de l'hiver que l'on s'en aperçoit le plus cruellement. Pour financer le déficit budgétaire, l'État lance un nouvel emprunt, cette fois sous la forme d'obligations renouvelables du Trésor, et ce pour un montant de 10 milliards de francs. Le taux d'intérêt fixé à 10% pour une durée de 6 ans reflète la tendance générale à la baisse et la volonté du gouvernement de faire baisser les taux d'intérêt. Le patronat part en guerre contre les projets du gouvernement qui veut réduire les délais de paiement des cotisations sociales. L'objectif est d'améliorer la trésorerie de la sécurité sociale. Le CNPF et la Confédération des petites et moyennes entreprises ont lancé un cri d'alarme commun. Le reportage de Martine Gilson. Rendez-vous exceptionnel cet après-midi à Paris. Pour la première fois depuis le 10 mai 81, les petites et moyennes entreprises et le CNPF, d'Yvon Chotard à Yvon Gattaz, manifestaient ensemble leur mécontentement. Pour le grand et le petit patronat, avancer le paiement des cotisations sociales des entreprises, c'est, je cite, un véritable racket qui menace l'emploi. Il s'agit là d'une véritable transfusion sanguine, je pèse mes mots, d'une extrême brutalité de la part de la trésorerie des entreprises vers la trésorerie de la sécurité sociale, alors que vous savez que la trésorerie de nos entreprises est actuellement extrêmement exsangue, extrêmement difficile à assurer, et que nous avons même des entreprises qui ont, disons-le, un pied dans la tombe, qui sont fragilisées et qui risquent d'une minute à l'autre le naufrage. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement s'évertue chaque jour de nous dire que son objectif est d'alléger les charges des entreprises, de faciliter leur trésorerie, et en résultat, on ne voit que des mesures comme celle-ci qui sont un alourdissement pour les entreprises et des difficultés pour les entreprises. Ce soir, Michel Delbar, le ministre du Travail, a nié qu'il y ait avance de trésorerie des entreprises au bénéfice de l'État. Il s'agit de mettre toutes les entreprises sur un même pied d'égalité. Le mot de racket, a ajouté Michel Delbar, est, je cite, manifestement un abus de langage.
Tout sera fait, a-t-il encore dit, pour éviter que les mesures n'entraînent des dépôts de bilan. Cela dit, le ministre a confirmé que ces mesures entreront bientôt en vigueur. Reste à savoir si à ce moment-là, le patronat passera du cri d'alarme à l'action. Comme tous les mois, le prix des carburants sera révisé en novembre, révisé à la hausse. Le litre de super coûtera sans doute 6 centimes de plus, le gazole aussi, 10 centimes de plus pour l'essence et près de 6 centimes pour le fioul domestique. La hausse définitive qui sera arrêtée vendredi dépend du prix du brut et des variations du dollar. Le dollar qui s'est légèrement replié aujourd'hui à Paris en cotant 9 francs 37. À Genève, les pays membres de l'OPEP ont bien du mal à s'entendre pour répartir entre eux la réduction de 8,5% de leur production globale de pétrole, réduction qu'ils ont acceptée hier pour tenter d'enrayer la chute des prix. À Genève, Laurence Oerve. And consensus has been reached that a cut of 1.5 million is sufficient. Nous avons atteint le consensus. C'était hier soir. L'Indonésien M. Subroto annonçait la décision de l'OPEP de réduire sa production d'1,5 million de barils par jour. Mais il restait à savoir comment cette baisse totale de la production de pétrole serait partagée parmi les 13 pays de l'OPEP. C'est de cette question délicate que les ministres de l'OPEP ont discuté aujourd'hui. I think I can say that progress has been made about the approach, how to share it. Nous avons progressé, annonçait à la mi-journée le président Subroto. On savait alors que l'Arabie Saoudite, le plus gros producteur de l'OPEP, allait supporter le plus gros sacrifice. Mais les autres pays membres, et surtout le récalcitrant Nigeria, allaient-ils supporter eux aussi une part du fardeau? Quoi qu'il en soit, une fois le partage des sacrifices réglé, il restera une question que se posent les milieux pétroliers. Suffira-t-il de réduire la production de l'OPEP de 17,5 à 16 millions de barils par jour pour éviter de nouvelles baisses du prix du pétrole? Il y a beaucoup de sceptiques ce soir ici à Genève. Revenons à l'actualité en France par le biais de la politique. Le comité central du Parti communiste, réuni à huis clos depuis hier, doit terminer ses travaux ce soir et adopter un projet de document qui servira de base à son congrès de février prochain. De nombreux amendements ont été déposés et les luttes de tendance continuent de s'affirmer. Dominique Laury. Malgré le huis clos, malgré les démentis, nous savons que le comité central qui se termine ce soir a connu des débats agités. Dès l'ouverture des travaux, Pierre Juquin, qui avait gardé le silence depuis le comité central de septembre, où il avait été mis en cause, a demandé le premier la parole. 3 quarts d'heure d'intervention, au cours desquels il a contesté bon nombre de décisions de la direction. Plusieurs intervenants se sont exprimés dans le même sens, réclamant des modifications du document préparatoire au Congrès, notamment le philosophe Lucien Sèvres. C'est Pierre Blotin, le secrétaire de la Fédération du Val d'Oise, qui est monté au créneau pour s'opposer aux rénovateurs en dénonçant les pressions exercées sur le parti. Déjà en septembre, il avait accusé Pierre Juquin et ses amis d'être à la remorque du gouvernement Fabius. Cela dit, un deuxième débat se déroule à la direction. Il semble bien que Roland Leroy prend une fois de plus la tête de la ligne dure. Il est l'homme qui est chargé de serrer les boulons. Et depuis quelques mois, c'est le directeur de l'Humanité qui joue le rôle de porte-parole du PC. Un retour facilité par les difficultés de Georges Marchais à trouver ses marques. Ferme à l'égard des rénovateurs, le secrétaire général semble tâtonner en matière de stratégie politique. Bref, des hésitations se font jour depuis l'échec des élections européennes. Symbole du malaise, pas la moindre conférence de presse à l'issue des travaux. Il faudra attendre vendredi pour lire dans l'Humanité le compte-rendu officiel du comité central. Un sondage que s'apprête à publier Paris Match creuse l'écart en faveur de l'opposition dans la perspective des législatives. 58% des personnes interrogées voteraient pour les partis de l'opposition contre 36% pour les partis de gauche. Le même sondage prouve qu'une majorité de Français, même à droite, sont favorables à la cohabitation entre le chef de l'État et l'opposition en cas de victoire de celle-ci aux législatives. Invité de Magazine Hebdo, le secrétaire d'État auprès du ministre des Relations extérieures, Jean-Michel Bailey, radical de gauche, affirme ne pas trouver scandaleux une telle cohabitation.
Le voyage jeudi prochain à Alger du ministre des Relations extérieures Claude Cheysson, qui doit assister aux cérémonies d'anniversaire du début de l'insurrection algérienne, ce voyage continue de provoquer de nombreux remous. Les drapeaux seront en berne dans plusieurs villes de France le 1er novembre et à Paris, aujourd'hui en fin d'après-midi, le Front National a organisé une manifestation pour protester contre ce voyage. En tête du cortège Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas eu d'incident. Le RPR demande la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur les circonstances de l'attentat qui, il y a 1 an à Beyrouth, a fait sauter l'un des cantonnements français, le Drakkar. Le père de l'une des 58 victimes, M. Delabatty, qui selon le Figaro Magazine a mené sa propre enquête, M. Delabatty réclamait une commission parlementaire. Le groupe RPR va proposer à l'UDF de s'y associer. Par ailleurs, le parquet militaire libanais confirme, lui, la thèse officielle, celle d'une camionnette suicide qui a forcé les barrages protégeant le Drakkar. Le 44e sommet franco-allemand s'est terminé cet après-midi à Bad Kreuznach par une conférence de presse commune pour le président Mitterrand et le chancelier Kohl. Outre la volonté de relancer l'union politique européenne, quelques progrès ont été enregistrés sur le plan bilatéral. Sur place, Georges Bortoli. Une séance plénière, un sommet franco-allemand, cela fait beaucoup de monde. Laurent Fabius et 8 ministres entourent François Mitterrand. Du côté allemand, autant de ministres autour du chancelier Kohl, plus les conseillers et les experts. Oui, la machine franco-allemande est une grande et même une lourde machine. Reste à savoir si cette fois-ci, elle a fabriqué du concret. On a pu s'étonner par exemple que la construction en commun d'un satellite d'observation militaire, décidé en principe au mois de mai dernier, en soit toujours au stade des discussions techniques, c'est-à-dire en définitive des hésitations. Alors, dans ce cadre du Kurhaus de la maison de cure de Bad Kreuznach, quelle cure? Ont donc suivi les réalisations franco-allemandes, une cure de patience ou au contraire une cure dynamisante? Aucun doute, dit le chancelier Kohl, ce sont bien des résultats concrets que nous avons enregistrés, qu'il s'agisse de l'Europe politique ou plus techniquement de la voiture non polluante. Pour François Mitterrand également, les discussions ont donné des résultats tout à fait précis. Quand on avait parlé de faire, disons, de donner les frontières libres entre l'Allemagne et la France, ne croyez pas que c'était si simple à mettre en œuvre. Cela a été réalisé et les décisions qui ont été prises, qui viennent de vous être communiquées, je crois, dans un document, et qui marquent que le système de contrôle est groupé pour 12 postes de frontières supplémentaires, qu'un relèvement des franchises appliquées aux devises et aux marchandises pour les particuliers, la suppression des contrôles pour les camions et les autobus, le renforcement de la coopération entre services de justice et de police, l'harmonisation des dispositions concernant les visas, tout ça, c'est entré dans les faits. Permettez-moi de vous dire que cela pourrait servir de très intéressant exemple aux autres pays. Du concret donc, mais aussi du symbolique. Symbolique, ce canon que les armées françaises de la Révolution avaient pris en 1799 aux Allemands et qui est restitué solennellement à la ville de Coblence et à son maire. Du concret et du symbole. En somme, un peu de tout pour faire une alliance. La France vient de procéder à un nouveau tir nucléaire à Mururoa, c'est ce qu'affirme la Nouvelle-Zélande. À Paris, selon sa coutume, le ministère de la Défense se refuse à confirmer ou à démentir l'information. Au Tchad, 6 observateurs libyens sont enfin arrivés à N'Djamena. Ils sont accompagnés de 6 observateurs français. Ils doivent ensemble surveiller les opérations de désengagement franco-libyen qui doivent en principe être terminées dans une dizaine de jours. Depuis dimanche dernier, l'affaire fait grand bruit en Grande-Bretagne et isole davantage encore le syndicat des mineurs britanniques qui poursuit son 8e mois de grève. La preuve est faite que le colonel Kadhafi entretient des relations avec le syndicat dont l'un des membres s'est rendu récemment à Tripoli. Londres, on s'en souvient, a rompu ses relations diplomatiques avec la Libye en avril dernier. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique, Mme Thatcher, a sévèrement condamné l'attitude du syndicat. Martine Laroche-Joubert. Colère de Mme Thatcher en apprenant cette rencontre d'un représentant de M. Scargill du syndicat des mineurs avec le colonel Kadhafi. Soupçonné de sympathie marxiste, M. Scargill est maintenant accusé de solliciter une aide des Libyens, une aide condamnée par l'opinion britannique après l'assassinat par des Libyens d'une femme policier devant leur ambassade.
De son côté, M. Scargill affirme que toute aide est bonne à prendre, d'où qu'elle vienne. Il rappelle que les mineurs en sont au 8e mois de grève et que leur situation financière est désespérée. Déjà violemment critiqué dans la presse, ce faux pas de M. Scargill permettra à Mme Thatcher d'isoler un peu plus ce mouvement de grève déjà impopulaire auprès de bien des Britanniques. La polémique rebondit à Paris puisque c'est dans les locaux de la CGT que le président du syndicat des mineurs britanniques aurait de son propre aveu rencontré le 8 octobre dernier un représentant libyen. La CGT, dans un communiqué, affirme qu'aucune rencontre de ce genre n'a eu lieu. À Bruyères, près d'Épinal, l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory reste suspendue aux analyses graphologiques. Sur place, Isabelle Béchelet. Pendant que les gendarmes continuent patiemment leur travail de fourmi sur le terrain, vérification, porte-à-porte, quête de témoignages, l'enquête scientifique progresse avec aujourd'hui une réunion au sommet entre les responsables de l'enquête et 2 experts en graphologie. Ce sont les lettres anonymes qu'elle aurait écrites qui pourraient bien trahir une femme, dont on sait pour l'instant qu'elle est employée dans une filature des environs. La forme des M majuscules et du double L est caractéristique pour les spécialistes. Les enquêteurs auraient aussi identifié la voix du corbeau, mais les vérifications se poursuivent. Parallèlement, on continue d'entendre les membres de la famille, ici ce matin la grand-mère de Grégory. Le 3e complice du meurtre de Grégory serait le fameux homme aux favoris qui avait été repéré à l'hôtel de la Poste de Dossel. Or, le patron de l'hôtel a reçu ce matin une lettre anonyme du Midi de la France qu'il vient montrer aux gendarmes. Lettre où il est question d'un criminel, mais Michel Cornilly reste discret. C'est une lettre que vous avez reçue? Non. Non, mais c'est une lettre qui peut faire avancer l'enquête, selon vous? On ne sait pas. Un curieux fumet va flotter pendant plusieurs jours au-dessus de Marseille. Les 10 tonnes de hashish saisies sur le port dans la nuit de dimanche à lundi vont en effet être brûlées dans les incinérateurs des hôpitaux de la ville. Un juge d'instruction a par ailleurs été désigné aujourd'hui pour instruire les 2 informations judiciaires ouvertes, l'une pour infraction à la législation des stupéfiants, l'autre pour violation du secret de l'enquête préliminaire. Dominique Thiers. Les 10 tonnes de hashish saisies par les policiers et les douaniers marseillais sont à présent entreposées dans ce camion réquisitionné par la police. Dans chacun de ces sacs, des dizaines de plaquettes pesant 400 grammes chacune. La drogue est enveloppée dans des petits sachets en coton. Les enquêteurs sont formels, c'est le type de conditionnement du hashish d'origine libanaise. Mais la quantité record de la prise n'a toujours pas effacé les rancœurs des policiers du SRPJ de Marseille contre le Méridional, le quotidien qui dès dimanche matin annonçait un peu trop tôt, à la une de son édition, l'exploit des services antidrogue. Une information a été ouverte dès hier soir par le procureur de la République de Marseille pour découvrir l'origine de la fuite, mais au Méridional, on se défend d'avoir compromis le travail des enquêteurs. Pour ma part, dans cette affaire, je n'ai aucune espèce de remords ni de regret. Nous avons confiance en José Darigo. Il nous apporte un bon tuyau. Nous l'exploitons. Maintenant, évidemment, comme il le dit, nous ne savions pas, nous non plus, que nous risquions, en faisant cela, de griller l'affaire, de griller l'enquête. Je vous permettrai d'ailleurs de dire que j'en doute fortement, car dans la mesure où nous avons eu, nous, cette information, croyez bien que les trafiquants l'ont sûrement eu avant nous. Quoi qu'il en soit, la presse écrite marseillaise excellait aujourd'hui dans les leçons de morale. Les fonctionnaires de l'hôtel de police, eux, boudent la presse car ils ne savent toujours pas pour l'instant qui était l'expéditeur de la drogue et quels en étaient les commanditaires. L'organisation séparatiste basque Iparretarak a revendiqué un attentat commis la nuit dernière à Mauléon, un attentat dans les bureaux d'un conseiller général. Jean-Claude Darigo. 1h15, Mauléon, ce matin, le bureau de Pierre Roger, conseiller général, est ravagé par l'explosion d'une forte charge de dynamite. Un attentat signé Iparretarak. Un attentat qui, dans un premier temps, a étonné. Monsieur Roger, sans appartenance politique, mais votant avec l'opposition, n'a jamais pris de position extrême sur les problèmes basques. En difficulté financière dans son entreprise, le conseiller général avait dû licencier une centaine de personnes et demander l'appui économique d'hommes d'affaires parisiens. Iparretarak ne lui a pas pardonné l'arrivée d'étrangers sur le sol basque, et pour que M. Roger en soit bien convaincu, en même temps que sautait son bureau à Mauléon, sa villa brûlait à Saint-Pé-sur-Nivelle.
2 jours après le meurtre d'un arbitre de football dans une banlieue de Montpellier, l'émotion reste vive parmi les habitants. La police a mené ce matin une vaste opération dans une cité abritant des gitans. Bruno Ledreff. CRS, policiers, inspecteurs de la brigade criminelle, directeur de la police de Montpellier, juge d'instruction, il ne manque personne ce matin à la cité Chantal où vivent près de 500 familles de gitans. Contrôle d'identité, audition d'éventuels témoins durent toute la matinée et se déroulent sans incident. C'est là, dimanche dernier, à 2 pas du stade, que les 3 hommes impliqués dans le meurtre d'un arbitre se sont réfugiés. L'un d'entre eux a été immédiatement reconnu. La police semble aujourd'hui toujours ignorer l'identité des 2 autres. Les gitans sont inquiets, on les met maintenant en accusation. Certains habitants de Selle-Neuve, la cité voisine, se sont même regroupés en un comité de quartier. Les coupables ne sont pas des nôtres, s'indignent les gitans. Il s'agit d'étrangers de passage qui sont loin, depuis longtemps. La police a finalement interpellé 20 personnes pour vérification d'identité, des interpellations qui n'ont rien à voir avec l'enquête sur le meurtre. De l'art d'accommoder les restes, c'est le titre d'une exposition organisée par le Centre Pompidou à Paris. Une exposition qui exprime les excès de la consommation, mais aussi l'invention de l'art. En marge de cette exposition, Jean-Jacques Dufour s'est lui aussi plongé dans quelques amoncellements de détritus, artistiques bien sûr. Il sera mis hors d'usage cette année plus d'1,5 million d'automobiles. Des objets de culte qui, après avoir été célébrés, s'affaisseront et se rouilleront comme ceux-ci, répandant mollement dans les cimetières de voitures des milliers de tonnes de métaux ferreux et évidemment les déchets en tout genre qui vont avec. Vieilles batteries, pneus usagés, etc. Des déchets que certains artistes ont l'art d'accommoder. Ainsi, Armand a réalisé avec ce qui n'aurait pu être qu'un tas de ferraille une sculpture énorme, avec une 50aine de voitures sur 18 mètres de haut. Cette tour, que l'on pourrait surnommer bébé béton bagnole, vient allonger la liste des œuvres d'art contemporaines fabriquées à partir d'objets récupérés. Des déchets, encore des déchets, avec, à quelques mètres de cette œuvre située à Jouy-en-Josas, dans le parc de la nouvelle fondation Cartier, la dernière sculpture de César. Il s'agit là d'une énorme plaque constituée d'éléments récupérés lors des travaux d'allègement de ce que Charles Gounod appelait l'odieuse colonne de tôle boulonnée, autrement dit, la tour construite par Gustave Eiffel. En voie d'achèvement, ce monument, véritable mastodonte de fer, est une aubaine pour les soudeurs. De métaux soudés, là, actuellement, environ 80 tonnes, là. Et avec ce qu'il y a par terre, actuellement, il y a environ 130 tonnes. Ainsi, tous ces matériaux devenus inutiles renaissent au gré des imaginations créatrices. Qu'ils soient soudés ou compressés avec César, accumulés avec Armand, collés avec Rauschenberg, assemblés avec Tinguely, etc., etc. Malheureusement, il n'y a pas assez d'artistes pour recycler les tonnes de déchets qui viennent encombrer les sociétés riches, faisant ainsi planer le spectre de la pollution. Il y a le conte de science-fiction qui dit qu'on va finir par être une grosse poubelle. Il y a le conte de science-fiction qui dit qu'on peut éliminer la poubelle et faire autrement. Moi, je sais pas, moi, l'idée de vivre dans une poubelle, ça me gêne pas tellement. Réponse provocatrice de Ben, artiste inclassable qui aime l'humour et la dérision et qui pense que les poubelles des riches sont moins intéressantes que celles des pauvres pour faire de la récupération. De toute façon, pour Ben et les autres, le travail ne manque pas, chaque Français produisant au cours de sa vie 20 tonnes de déchets. Ce qui est FD, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À l'air frais, Alain Gillot-Pétré va nous parler du temps, du beau temps, j'espère. Mais oui, le beau temps, grâce à l'anticyclone des Açores qui a poussé un bras jusqu'à nous. Regardez la photo satellite de la météo nationale, pas de problème, vous voyez, il n'y avait quasiment pas de nuages aujourd'hui sur la France, un peu ici, quelques brouillards par là, pas de nuages sur l'Espagne. C'est le même type de temps pour demain. Cette petite perturbation s'enfonce très très difficilement sur notre pays. L'anticyclone est là, il va encore gonfler, nous disent les ordinateurs européens. Donc ça nous donne une très jolie carte de demain, regardez là.
Attention quand même au brouillard le matin, des brouillards du sud-ouest, au centre et au nord-est qui pourraient localement persister au nord-est, mais enfin normalement ça devrait se dissiper relativement vite pour laisser la place au soleil, sauf de l'embouchure de la Loire à l'embouchure de la Somme. Pour ceux qui ne savent pas, l'embouchure de la Somme c'est là, avec de toutes petites bruines. Ensuite sur la Bretagne ce sera un temps à éclairci. Attention, il est possible, ce n'est pas certain, il est possible qu'il y ait quelques orages en fin de journée sur le golfe du Lion. Cela est dû à une bouffée d'air chaud qui viendrait d'Algérie, mais enfin elle n'est pas très évident cette bouffée-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les températures ne bougent pas. Elles iront de 15 à 17 degrés sur la moitié nord, c'est agréable, et de 15 à 22 degrés sur la moitié sud. C'est au sud-ouest qu'il fera sans doute le plus chaud demain. Demain, mercredi 31 octobre, on en termine avec ce mois. 2 minutes de soleil en moins, levé 7h35, couché 17h32 à Paris, et bonne fête à tous les Quentins. À 23h40, Hervé Claude vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.